Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. En Algérie, la contestation ne faiblit pas. L'annonce de la victoire du président Abdelmadjid Tebboune au scrutin du 12 décembre a été suivie d'une nouvelle manifestation massive dans le centre d'Alger. D'anciens membres de Boko Haram achèvent un programme de déradicalisation. Les ex-terroristes ont reçu des certificats de sortie, les autorisant à quitter définitivement le centre. Une quinzaine d'autres repentis le quitteront en janvier au terme de leur formation. Puis le Nigeria, gros importateur de produits de base, entend donner un nouveau souffle à ses agro-entreprises. Le gouvernement s'engage sur la question. Mais avant de développer ces titres, ce sommet du G5 Sahel qui se tient ce dimanche à Niamey, quelques jours après l'attentat d'Inates, près de la frontière malienne. Les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad souhaitent se concerter après cette attaque qui a coûté la vie à 71 soldats nigériens. Les chefs d'État de la région avaient déjà prévu de se concerter avant de se rendre au sommet de Pau en France, à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Rencontre qui, vous le savez, a été depuis reportée au mois de janvier à la suite donc de cette attaque d'Inates au Niger. La France qui indique vouloir clarifier le cadre et les conditions politiques de l'intervention militaire française dans la région. Le président Abdelmadjid Tebboune prend donc la tête de l'État algérien. À 74 ans, il a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec 58% des suffrages, selon les résultats officiels. Il s'est engagé à modifier la Constitution et se dit prêt à tendre la main au Irak, le mouvement populaire de concertation qui dit non à ce président, un ancien du système Bouteflika. Marcel Farba-Maroun. Élu président de la République d'Algérie vendredi avec 58,14% des voix selon les premiers résultats, Abdelmadjid Tebboune, 73 ans, fait face à de nombreux challenges. Dans un contexte politique, social et économique des plus défavorables, l'ancien Premier ministre du président Bouteflika aura à relever comme principal défi son déficit de légitimité populaire. M. Tebboune, le nouveau président, a déjà devant lui l'équation du mouvement populaire. C'est-à-dire il est appelé à ouvrir des voies de dialogue avec le mouvement, écouter les bases populaires de ce mouvement. Deuxième lieu, il y a les détenus, par exemple, d'opinion, les détenus qui ont été arrêtés à cause de l'emblème, Mazir, etc. Le nouveau président algérien devra en outre établir une stratégie qui lui permettra de gérer l'influence de l'armée algérienne, en particulier celle du général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major. Il est vrai que l'armée, surtout ces derniers mois, a énormément joué un rôle important, l'armée dès le départ, en refusant d'aller vers une période de transition avec l'arrêt que le prochain président aura amené les réformes politiques, économiques et sociales dans le pays. Et donc le nouveau président est obligé d'assurer l'armée quant à la volonté d'aller vers de véritables réformes. Un autre défi attend Abdelmadjid Tebboune, celui de trouver un consensus avec le reste de la classe politique, toutes tendances confondues, lui qui s'est présenté comme candidat indépendant. En rappel, les résultats définitifs devraient être prononcés par le Conseil constitutionnel dans les jours à venir. Au Niger, d'anciens membres du groupe terroriste Boko Haram ont récemment achevé un programme de déradicalisation. Ce sont une centaine de jeunes qui ont pu bénéficier d'une formation professionnelle ouvrant la voie à leur réinsertion sociale. Placés sous haute surveillance militaire, une cérémonie officielle marquant la fin donc, de cette formation s'est déroulée près de Difa, où se trouve ce centre spécialisé. Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, 125 ex-combattants de Boko Haram repentis, parmi lesquels 47 Nigériens, ont fait la promesse de ne plus jamais commettre des actes terroristes. Ils se sont engagés à promouvoir la paix et la sécurité au sein de leurs communautés respectives et à se soumettre aux lois de la République. Ces ex-belligérants ont prêté serment, jurant sur le Coran de ne plus jamais commettre des actes terroristes. Avant, nous étions dans l'ignorance, pensant que c'est la religion que nous pratiquons qui nous poussait à commettre de tels actes. Aujourd'hui, nous avons compris que ce n'est pas le cas.
Le gouvernement nous a accueillis et nous enseigne la bonne pratique de l'islam et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, ma joie est grande. Dieu merci pour tout ce que j'ai appris ici. En janvier 2020, une cinquantaine d'autres repentis sur les quelques 240 éléments de Boko Haram, dont des femmes et des enfants, quitteront à l'issue de leur formation le centre de Goudmaria, une localité située à près de 200 km de Difa, qui abrite depuis 2017 ceux qui désertent les rangs du groupe terroriste. Qu'on puisse avoir la capacité de suivi de ces personnes. Ailleurs, on a vu même des gens, des terroristes qui ont des bracelets électroniques, souvent ils échappent au contrôle des services de sécurité et des renseignements pour commettre des actes. Maintenant, quelle est la capacité du Niger à prendre des mesures et des dispositifs afin que les quelques 100 personnes puissent être surveillées de près pour que certains ne retournent pas, pour que certains ne puissent pas commettre des représailles. Confronté depuis plusieurs années aux attaques du mouvement djihadiste Boko Haram et pour tenter de l'endiguer, le gouvernement nigérien a passé un accord avec les repentis potentiels de ce groupe en échange d'une amnistie sans autre forme de procès, mais devront suivre un programme de déradicalisation s'ils se rendent. Au Soudan du Sud, plus d'un an après la signature de l'accord de paix, ce pas vers l'intégration de rebelles dans l'armée régulière. Le gouvernement indique avoir mobilisé 40 millions de dollars pour y parvenir. Décision annoncée après une rencontre assez brève, mercredi à Juba, entre le chef de l'État Salva Kiir et son principal rival Riek Machar. Cette réintégration était l'une des dispositions de l'accord de paix de 2018, une entente entre les deux frères ennemis destinée à mettre fin à la guerre civile déclenchée en 2013 et qui a fait 400 000 morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une grave crise alimentaire. 129 millions de dollars en faveur des agro-entreprises, c'est la somme que nécessite un nouveau programme lancé au Nigeria afin de développer le secteur, un secteur crucial pour la création d'emplois et la sécurité alimentaire au Nigeria, 52e plus gros importateur au monde de produits de base tels que le blé, le maïs ou encore le riz. Ameneji. Amélioration des moyens de subsistance des entreprises nationales. Telle est dénommée l'initiative instaurée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural au Nigeria visant à apporter un soutien aux agro-entreprises. D'un montant de 129,17 millions de dollars, il s'agit d'œuvrer pour la sécurité alimentaire en favorisant la création d'emplois des jeunes et des femmes, la diversification des recettes d'exportation, ce qui pourrait contribuer à l'amélioration de la stratégie de croissance du pays. Mon objectif premier est de faire en sorte que le Nigeria soit à 100% autosuffisant tout en mettant un terme à l'importation des produits alimentaires. Deuxièmement, faire en sorte que le Nigeria nourrisse les pays de la sous-région. Je veux le dire à tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La concrétisation de cette initiative passe par la fourniture de produits agricoles dont le manioc, le plantain, le riz, le poisson et le cacao dans le delta du Niger. Par ailleurs, le programme cible 9 États producteurs de pétrole qui bénéficieront de financement sur 12 années. Ce programme est mené en lien avec la Commission de développement du delta du Niger et la Fédération internationale des femmes juristes FIDA Nigeria. Il faut continuer, n'est-ce pas, donc, à promouvoir la production locale. On peut toujours continuer à subventionner, aider, n'est-ce pas, donc les producteurs. Tant que les prix seront élevés au niveau national, cela va inciter une demande d'importation beaucoup plus forte. Le programme d'amélioration des moyens de subsistance des entreprises nationales nigérianes intervient dans un contexte marqué par la volonté de mettre un terme à l'importation des produits alimentaires. Pour rappel, le pays a importé pour 3,6 milliards de dollars des produits alimentaires sur ces 12 derniers mois. La région du Sahel, 500 millions d'habitants pour une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés. La région est extrêmement vulnérable face au changement climatique, ce qui fragilise à la fois les conditions de vie des populations et les écosystèmes. Face à l'urgence, la Banque africaine de développement s'engage à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Les précisions de Philomentine. Engagée à hauteur de 1,3 milliard de dollars pour le plan d'investissement du Sahel, la Banque africaine de développement s'invite dans le programme de lutte contre la pauvreté dans le Sahel. De ce financement, 500 millions de dollars sont destinés au programme prioritaire de la région en cours de préparation qui devrait limiter les émissions des gaz à effet de serre.
Pendant des années, il y a eu le plan de développement de lutte contre la pauvreté. Ça n'a pas changé grand-chose. Le problème de pauvreté, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la santé, c'est lié à l'alimentation. Le tout n'est pas d'annoncer, mais encore faudrait-il créer les conditions pour qu'effectivement, ce montant qui va être dégagé puisse être investi dans des secteurs qui vont profiter directement aux populations. Selon la Banque mondiale, la fragilité des pays du Sahel réside dans les défis notamment liés à l'instabilité politique, aux risques d'insécurité, aux incertitudes climatiques et aux crises alimentaires. Par ailleurs, une partie des allocations de la Banque africaine de développement devrait être dédiée à la Grande Muraille verte. Il faut créer les conditions pour que les populations, notamment des zones rurales, ne détruisent pas les arbres, ne posent pas des actes de nature à créer ce phénomène-là de désertification. C'est ça la corrélation véritablement entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. À noter qu'un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars pour les 17 États de la bande sahélienne allant de l'océan Atlantique à la Corne de l'Afrique a été élaboré pour la période 2018-2030. Au Burkina Faso, cela fait 21 ans que Robert Zongo, journaliste d'investigation, et les 3 personnes qui l'accompagnaient ont été assassinés à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Ouagadougou. Le décret d'extradition de François Compaoré, soupçonné dans cette affaire, sera bientôt signé selon l'ambassadeur de France à Ouagadougou. Et dans l'attente de l'avancée des procédures judiciaires, amis, collègues, sympathisants du journaliste ont tenu à lui rendre un hommage. C'était ce vendredi. Reportage entre correspondants au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le collectif contre l'impunité a procédé ce vendredi 13 décembre à un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes du journaliste Norbert Zongo et de ses défunts camarades assassinés le 13 décembre 1998 à Sapuy, rituel au cours duquel l'association des journalistes du Burkina AJB, par la voix de son président Guézouma Sanogo, a rendu un hommage aux journalistes en égrénant des faits qui n'auraient pas échappé à sa plume de son vivant. Au Burkina Faso, ton cher pays, c'est pays pour lesquels tu t'es sacrifié pour que vivent à jamais les flambeaux de la liberté, la presse fait désormais face à des zones rouges décrétées à travers le code pénal. La presse est désormais bâillonnée sous le couvert du terrorisme, au moment même où le peuple est martyrisé par des individus sans foi ni loi. 21 ans après le drame, la justice se fait encore attendre. Cependant, le collectif se dit confiant quant à l'avis favorable récemment émis par la justice française pour l'extradition de François Compaoré, présumé commanditaire dans ce dossier, et frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. Naturellement, puisque nous sommes à l'heure des demandes de clarification, nous demandons aux demandeurs de clarification en chef, Emmanuel Macron, de nous clarifier sur la suite réservée à l'avis émis par la justice française. Une gerbe a également été déposée en mémoire de Flavien Nébier, du nom de cet élève assassiné le 6 décembre 2000 au cours d'une manifestation, ainsi que des victimes de l'insurrection de 2014 et du coup d'État d'octobre 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.